très heureuse de vous retrouver une nouvelle fois pour On se dit tout et on va parler de beaucoup de choses. On va parler boulot, on va parler danse et on va parler santé. Au boulot justement, comment gérer le temps et les priorités. On vous raconte tout ça dans un petit moment. La danse classique, un classique incontournable, on en parle avec une professionnelle. Et puis enfin, gérer son stress par l'homéopathie, comment ça fonctionne? Un médecin est avec nous pour nous expliquer tout ça. Bienvenue à vous. Vous êtes sur Média TV dans On se dit tout. Je retrouve tout de suite mes invités et on démarre. Et voilà, donc maintenant on peut commencer. Très heureuse donc de recevoir mes invités qui vont faire l'émission avec moi aujourd'hui. Marim Lehlou, bonjour. Bonjour. Tout va bien? Vous allez bien? Très bien. Vous êtes business coach. Oui. Et avec vous justement, au boulot, comment gérer le temps et les priorités. Dans quelques instants, on en parle. À vos côtés, Zineb Zarak. Bonjour Zineb. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Alors vous êtes directrice d'école de danse, ça s'appelle Dansap. Et avec vous, on va parler de la danse classique, ce classique incontournable. On va voir avec vous si c'est aujourd'hui délaissé par les plus jeunes ou pas. Vous allez nous expliquer tout ça, si on va dire les intérêts ont changé ou pas. Donc on en parle dans un petit moment. Et puis Nada Bougrine, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes pédiatre et homéopathe. Alors pédiatre c'est pour les enfants, mais homéopathe c'est pour tout le monde. C'est pas uniquement que pour les enfants. Non, non, je garde que les enfants. Que les enfants, ok. Je ne veux pas gérer les adultes. Non. Mais vous pouvez en tant qu'homéopathe. C'est une formation, Oui. on va dire. Oui, bien sûr, je peux. C'est ça, absolument. Ce n'est pas uniquement pour les enfants, Non. tout à fait. Donc on peut bénéficier de vos conseils. Alors, comment gérer le stress par l'homéopathie? On va en parler aussi avec vous. Merci beaucoup, mesdames, d'être là. C'est un plaisir de vous recevoir. Et on va d'abord aller au boulot dans l'entreprise avec Marim Lehlou. Donc, comment gérer le temps et les priorités, on en parle, mais d'abord, je vais faire un petit tour de table. Docteur Bougrine, justement, est-ce que c'est une problématique pour vous ou c'est quelque chose que vous maîtrisez parfaitement? Oula. Effectivement, il y a des journées où on aurait bien besoin d'un petit coaching. D'un petit coaching, absolument. Oui, oui, oui. Zineb Zarak? Pareil. Pareil, c'est vrai. Quand on est multicasquette, c'est vrai que c'est un petit peu difficile de gérer les priorités. On le fait généralement en fonction de l'urgence, mais C'est ça. c'est vrai que c'est pas évident au jour le jour. Bah alors justement, on vous pose la question à vous, Marim Lehlou. Dites-nous, on gère les priorités selon les urgences ou selon vous, comment ça devrait se passer? Écoutez, chacun gère les priorités comme il veut. Dans une journée classique, aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est les syndromes des superwomen. C'est des super mamans qui sont à la fois des femmes actives, des super salariées, qui ont une responsabilité au sein du couple. Des super mamans. Et ça, en fait, moi, je trouve que les femmes, comme les hommes aujourd'hui, se surchargent. Et en fait, c'est cette volonté, on va dire, de tout faire, c'est cet optimisme, parce qu'en général, on trouve que les optimistes gèrent plus mal leur temps que les pessimistes. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent dans une journée de 8 heures, de 7 heures, à tout caser. Et en fait, ils n'ont pas la technique du gruyère, c'est-à-dire de faire en sorte que leur agenda soit entrecoupé de petits trous. Et comme on a énormément d'imprévus aujourd'hui, qu'on vive à Casablanca, qu'on vive à Rabat, qu'on vive dans les grandes villes, tout simplement... Prenons le cas de quelqu'un qui habite en ville et qui part à Sidi Marouf, à Casablanca, pour traverser toute la ville. Il se trouve qu'il a un long trajet à faire, souvent entrecoupé par des travaux. Donc ça, je l'appelle un imprévu. C'est-à-dire vraiment ce côté-là de tous les jours où on peut effectivement s'éloigner de sa trajectoire, avoir 5 à 10 minutes de perdu, être en retard au rendez-vous. Une mauvaise gestion du temps entraîne en général une mauvaise gestion de soi, de sa personnalité, du stress. Donc il y a énormément d'impact, à la fois pour soi, mais aussi pour ses collègues, pour sa hiérarchie et pour sa famille. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de gérer son temps et de prendre en considération tous les imprévus possibles. C'est pas stressant non plus? Alors, il ne faut pas non plus tomber dans un extrême de planification. Ici, au Maroc, sans caricaturer et sans généraliser, on ne planifie que rarement. Dans les séminaires dans lesquels j'ai eu à accompagner des cadres et des managers, le fait de leur dire « est-ce que vous faites la to-do list le matin ?» il y a la moitié de la salle qui me répond oui. Et à la deuxième question, est-ce que vous vérifiez votre to-do list en fin de journée, c'est-à-dire le nombre de tâches que vous avez effectuées et vous checkez? Là, la majorité des gens me disent non. Donc, on commence une planification sans boucler la boucle. À cette to-do list s'ajoute le fait de devoir déléguer.
parce qu'aujourd'hui aussi, on a un syndrome dans les entreprises de vouloir tout faire par soi-même. Okay. Alors en général, quand on veut tout faire par soi-même, eh bien, écoutez, on se retrouve avec une pile de dossiers qui augmente et on se retrouve à faire des heures sup au travail ou à ramener des dossiers chez soi, ce qui est très grave pour la gestion du temps. Et des priorités aussi, et puis des zones de vie aussi. Évidemment, et sans parler de ces smartphones aujourd'hui qui nous accompagnent tout le temps, et on peut recevoir des coups de fil en allant au travail ou en revenant du travail ou même tard chez soi, et les tablettes et les téléphones portables, ce qui fait, qu'est-ce qui arrive? Le temps se dilate. C'est-à-dire que la tâche qu'on devait faire en 1 heure ou en 1h30, on se dit c'est pas grave, je peux ramener ce dossier chez moi. Mais en fait, en le ramenant chez moi, je me trouve détendue. Il y a les enfants qui arrivent, il y a des interruptions qui arrivent, il y a des coups de fil que je reçois, je passe un coup de fil qui va durer un quart d'heure et on a la difficulté à dire non. Okay. C'est-à-dire aussi quand un collègue, une amie nous demande un service, on est en train de rédiger un rapport, on s'arrête pour aller lui rendre service. Or, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois qu'on s'arrête pour aller faire quelque chose et on revient à notre tâche, on doit mettre 3 à 5 minutes pour se reconcentrer sur notre tâche. Donc, c'est autant d'interruptions et autant de moments pour se reconcentrer. La première chose à faire par les gens, c'est de limiter toutes les interruptions. Alors, avant de faire ça, il y a ce que vous avez dit qui doit démarrer en fait dès le matin. C'est la fameuse to-do list. Soit on la fait la veille, soit on la fait le matin. Oui. Mais sur quel principe on la fait? Parce qu'on peut, on peut faire une liste de tâches à faire quotidiennement, mais ça peut être une très longue liste. Ça va être beaucoup de choses. Donc ça aussi, c'est à cadrer. C'est là où j'ai dit, le grand piège, c'est de vouloir tout faire en une journée et ne pas compter les imprévus. Il y a une étude McKinsey qui est connue qui dit qu'il y a 30% d'imprévus par jour. Donc si vous avez, exemple, 10 heures de travail quotidiennement, comptez 3 heures, mettez des plages horaires de 3 heures qui sont vides. Comme ça, s'il y a un nouveau dossier, s'il y a un appel d'un fournisseur, d'un client ou un appel perso, ces plages-là sont réservées, on va dire, à caler les imprévus dedans. Okay. Donc, il ne faut pas être optimiste, il faut être pessimiste dans la gestion du temps. Si on pense qu'on va mettre un quart d'heure pour aller d'un point A à un point B, il faut compter une demi-heure, justement pour se dire, pour compter les imprévus et toujours arriver à l'heure, voire en général à l'avance. Il ne faut pas procrastiner non plus, se dire, bon, c'est pas grave, j'ai le temps, je peux... Alors, en général, les gens qui procrastinent, qui craignent l'échec, parce que souvent, on a du mal, et ça, on peut en parler pour les lycéens, on peut en parler pour les étudiants qui sont en période de préparation d'examen ou autre. En général, quand une tâche ne nous fait pas plaisir, quand il y a un dossier, par exemple, je ne sais pas moi, un tableau Excel à remplir, et qu'on n'aime pas remplir les tableaux Excel, on va se dire, on va le faire plus tard, on va le faire en fin de journée. Mais qu'est-ce qui arrive en fin de journée? Parce qu'on délaisse toujours les tâches qu'on n'aime pas faire en fin de journée. En fin de journée, on est plus fatigué. Notre cerveau fonctionne moins bien. Donc, on met encore plus de temps à faire quelque chose qu'on n'aime pas faire. Et on va se dire, c'est bon, on la refait à demain. Et c'est là où boucler la to-do list en fin de journée est intéressante pour se dire, si j'ai été trop optimiste en démarrage de journée à me dire, je fais 10 actions, le lendemain, je ne planifie que 7 ou je ne planifie que 6. Je deviens au fur et à mesure de ce réflexe de to-do list plus réaliste dans les tâches à planifier. Et la meilleure planification est celle aussi où on compte le temps qu'on va faire pour chaque action. Par exemple, il ne suffit pas de dire « je fais une réunion ». Non, ma réunion avec mes équipes est planifiée de 8h à 9h. Ici au Maroc, et les gens se plaignent parce que les gens que j'accompagne dans ces modules-là de soft skills, de leadership ou de conduite de changement me disent « nos réunions débordent ». C'est ça. Nos réunions, alors on sait quand on démarre, et encore, mais on ne sait pas à quelle heure on finit. Et des fois, on attend les gens qui viennent en retard, etc. Et ça vient de quoi? Ça vient d'une mauvaise planification de la réunion. C'est-à-dire que si un ordre du jour a été partagé la veille avec tout le monde, si on sait que Yasmine a 15 minutes de speech, puis Doha a 10 minutes de speech, puis le directeur a 5 minutes de speech, ainsi de suite, qu'est-ce qui se passe? Il y a un temps imparti à tout le monde, mais il y a aussi, et ça rentre dans la répartition des rôles et dans la planification, un timekeeper dans chaque réunion. Donc si Yasmine est bavarde et qu'elle prend plus de temps que ses collègues, le timekeeper va lui dire « il te reste 2 minutes, il te reste 1 minute, conclue s'il te plaît », comme ça tout le monde après. D'ailleurs, ce serait bien de me dire combien il reste vers ses de temps pour activités. Donc ça, c'est vraiment important. Cette répartition des rôles, en plus de se fixer des objectifs timé permet à tout le monde, vraiment au collectif, de sauvegarder ses temps. Alors ça, c'est pour gérer le temps. Mais les priorités, est-ce que ce sont forcément les urgences? Alors pas du tout, parce qu'il y a la plupart des gens qui me disent les urgences, vous savez, on n'est pas dans un service d'urgence. L'entreprise ne doit pas être un service d'urgence. Si la personne dans son quotidien ne fait que gérer les urgences, elle ne gère pas ce qui est important.
D'accord? L'urgence n'est pas l'important. Il y a une matrice qui est très connue quand les gens veulent planifier le temps, c'est la matrice urgent et important. C'est ça. Prendre le temps aussi de se dire quelles sont les tâches importantes et non urgentes à faire pour ma journée, quelles sont les tâches importantes et urgentes que je dois faire en priorité et quels sont les éléments, on va dire, chronophages. Certes, c'est urgent, mais ça ne fait que bouffer, si je peux me permettre ce temps, entre guillemets, bouffer mon temps sur les autres activités-là. Et donc, une fois qu'on fait ça, on a les priorités, ce que j'appelle les gros cailloux. Vous savez, il y a une métaphore qu'on utilise en entreprise, on leur dit, vous avez des gros cailloux, des moyens cailloux, des petits cailloux, du sable et de l'eau. Vous faites quoi en premier? Vous avez un grand seau. Par quoi vous commencez à classer? Quand les gens me disent on commence par le sable, l'eau, les petits, ça veut dire, je leur dis, c'est pas bon, c'est pas possible, parce qu'une fois que vous allez arriver aux gros cailloux, vous ne trouverez plus de place où les mettre. Donc quand on se laisse déborder par tout ce qui est petit, pour faire plaisir à quelqu'un, je sais pas dire non, je réponds à ce fournisseur, etc. Et on se dit pas non, de 10h à midi, je me réserve ce temps-là pour rédiger ce rapport ou pour faire mes recherches, on se retrouve accaparé, et je le dis souvent, le temps c'est comme du gaz. Il prend la place qu'on lui donne. Si vous libérez du gaz dans cette salle où on enregistre l'émission, il va se dilater. Le temps, c'est pareil. Si vous ne fixez pas un cadre bien précis, il se dilate et à ce moment-là, vous êtes souvent débordé. Alors, mesdames, est-ce que vous avez des éléments de réponse, Dr Bougrine? Oui. Ou finalement, les discours sont beaux, mais la pratique est un peu plus compliquée. Moi, j'ai tendance à essayer effectivement de passer par des périodes comme ça où voilà, je dois m'organiser parce qu'on est obligé de faire ça. Mais des fois aussi, je me dis, mais où est la place de la spontanéité dans tout ça? Si tout doit être toujours bien cadré, organisé, carré, je ne sais pas, ça devient peut-être sur le long terme, peut-être un peu routinier, un peu stressant. C'est ma petite justement. J'ai la réponse à ça de manière très simple. La place de la spontanéité, je la conseille aux gens le week-end, c'est-à-dire le samedi et le dimanche, les moments off, cédez la place à la spontanéité. Par contre, si vous avez une pile de dossiers, une équipe de 10 personnes, des enfants à gérer, de la distance à parcourir, de la mobilité, des rendez-vous à l'extérieur, je m'excuse, il y a très peu de place à la spontanéité. Même vos moments de détente, même les moments des pauses, je les planifie. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui croient que bien travailler, c'est de ne pas prendre de pause. C'est une erreur fatale. C'est-à-dire notre cerveau, il est incapable de performer et de produire en continu une matière intéressante. Toutes les heures 30, voire toutes les heures, il s'agit de prendre des petites pauses de 5 minutes, aller marcher, prendre un verre de thé, discuter avec son collègue. Alors, pas prendre des pauses trop longues, parce qu'il s'agit quand même de rester productif, mais des pauses courtes permettent à votre cerveau de... Une pause courte, c'est quoi? Une pause de 10 minutes? Vraiment 10 minutes maximum. Voilà. Je préfère des pauses répétées toutes les heures et demie ou toutes les 2 heures que prendre une grosse pause, mais c'est la seule de la journée. Alors, et on enchaîne sur des tâches. On a des questions de téléspectateurs, oui. Mais avant, on va demander à Zineb aussi si elle souhaite poser une question. Elle est là, la coach, donc on peut elle peut nous aider à gérer. Oui, je pense qu'effectivement, je parle pour mon cas personnellement, c'est vrai que quand on a beaucoup de tâches à faire, les pauses, on a tendance à les oublier. Et je pense effectivement que c'est une erreur parce qu'on se retrouve à un moment où on est épuisé d'enchaîner les tâches les unes après les autres et on devient moins efficace finalement. Il faut se forcer à se reposer. Exactement. Alors se forcer à se reposer, il y a même des entreprises où on nous demande de faire des activités de yoga, de méditation et de bien-être. Quand les gens, vous savez, on reste des êtres humains, quand on a été habitué à une routine ou à un rituel qui est négatif, on a du mal à ce qu'on dit à lever la tête, le la nez cloche du à bidon. L'école aussi, c'est pourquoi ne pas avoir une cloche au sein des entreprises? Pourquoi pas? Ben, on se dit qu'on est face à un public d'adultes, mais quand même, aujourd'hui, dans les centres d'appel ou dans différents secteurs où on sent qu'il y a une montée des risques psychosociaux, on a des risques de stress, de burn-out, on a des gens, les indicateurs sont simples, on voit la visite des gens chez le médecin du travail ou chez le psychologue du travail ou le taux d'absentéisme ou comment les gens tombent malades, est-ce qu'ils posent des certificats souvent, et ça, c'est des indicateurs. D'ailleurs, les gens parlent, ils se disent, moi, j'ai plus le temps pour moi, j'ai plus le temps de parler à mes collègues. Et ça, c'est des petits signaux faibles où l'intervention d'un coach ou de spécialistes dans le bien-être peuvent changer ces mauvaises habitudes au travail. Alors, on voit sur les questions des téléspectateurs, on a Hiba qui vous dit « Je m'organise au maximum, mais j'ai l'impression que cela m'empêche d'être efficace face à la pression. » Alors, ça dépend aussi de son niveau de confiance en soi. Vous savez, évidemment qu'on n'est pas égaux face au stress. Quand elle dit « je m'organise au maximum », ça veut dire quoi? Vous savez, c'est comme les gens qui me disent « je fais des to-do list ». Et quand je leur pose la question « est-ce qu'ils les bouclent en fin de journée ?» ils me disent non. Est-ce que vos to-do list sont réalistes? On n'a pas toujours du recul face à ça. Ça m'empêche d'être efficace face à la pression. La pression de qui?
Est-ce que c'est la pression de sa hiérarchie? Est-ce que c'est la pression au travail? Si bien évidemment votre boss n'arrête pas de vous dire fais vite, c'est pas assez pour moi, fais vite. Bien sûr qu'il y a des fois des managers qui s'amusent à donner des objectifs très ambitieux à leurs équipes, donc pas toujours réalistes, pour que les équipes produisent au maximum. C'est contre-productif aussi sur le long terme et les gens peuvent douter d'eux-mêmes. Alors Hiba, qu'est-ce qu'on peut lui dire? On peut lui dire déjà, analyser c'est quoi ces types de pressions-là? Est-ce que c'est des pressions réalistes? Est-ce que c'est des pressions quotidiennes? Est-ce qu'elle, c'est le genre de personne qui perd ses moyens face au stress, ou est-ce qu'elle est dopée par le stress? Parce qu'il y a deux types d'individus. Exact. Il y a des gens qui sont, vous savez, qui sortent, on va dire, les crocs face au stress. Il y a des gens qui se figent. Inhibés. Donc là aussi, c'est intéressant de voir quel type de personnalité Hiba est. Hafid, alors il vous dit, je m'organise, mais mon travail dépend de celui de mes collègues et parfois cela perturbe mon organisation. Que faire? Complètement. Et c'est là où on intervient à deux niveaux dans l'entreprise. On intervient au niveau du collectif et on intervient sur le plan individuel. Je rencontre très souvent des managers qui font du management transversal. Le tableau de prix qu'ils doivent sortir doivent dépendre de la cotation que les responsables de matières premières doivent leur envoyer, plus des marges que le service financier doit leur envoyer, plus l'appel du fournisseur, etc. Si un maillon dans le système est en retard, tout est en retard et le stress se communique. Alors, bien évidemment que travailler sur une culture d'entreprise de gestion du temps et des priorités, c'est responsabiliser tout le monde, tous les départements, pour qu'ils sentent que vraiment leur travail impacte celui des autres. Et ça, on peut le réfléchir aussi à l'état d'une nation, par exemple. Absolument. Merci beaucoup, Maryam El-Helloud, d'avoir été là. Et on continue l'émission ensemble. Vous êtes business coach. On va parler de danse classique. On va parler de gestion de stress par l'homéopathie pour les enfants. C'est tout de suite et ça continue dans On se dit tout sur Médien TV. Donc, on vous retrouve tout de suite, Zineb Zarq, justement, changement de cap. On va dire, du boulot à la danse classique, mais pour vous, c'est votre travail. Exactement. Et ça, c'est pour nos enfants. Merci infiniment d'être là. Vous êtes directrice d'école de danse, ça s'appelle Dance Up, et vous êtes également, on va dire, danseuse professionnelle. Exactement. Et on va parler avec vous de la danse classique, parce qu'on a l'impression que face à toutes ces nouvelles activités, les classiques sont un petit peu délaissés. Alors, vrai ou faux, vous allez nous répondre dans un petit moment. Mais ce qu'on a voulu faire aussi, c'est de poser la question à une psychomotricienne, elle s'appelle Loubna El-Helloud, sur l'importance et la place de la danse dans le développement de la motricité des enfants. On regarde. Danser, c'est bouger, se mouvoir, s'exprimer grâce à son corps et transmettre des émotions. En psychomotricité, nous utilisons un certain nombre de médiations thérapeutiques. Donc, parmi ces médiations, nous retrouvons la danse. Donc, les apports de la danse sont multiples. Elle permet tout d'abord de développer l'imagination des enfants. Donc, par exemple, avec la création de chorégraphies ou l'improvisation. Ensuite, elle permet la mise en jeu de plusieurs composantes psychomotrices, telles que la motricité globale, le tonus, l'équilibre, la latéralité. Elle permet également d'enrichir les connaissances du schéma corporel et d'améliorer son image du corps. Elle permet aussi de renforcer les notions spatiales, les notions temporelles, ainsi que les notions rythmiques. Donc, à part ça, la danse est un moyen de communication, c'est un langage gestuel qui permet de créer du lien et de faciliter les interactions sociales. Sans oublier que la danse, elle procure du plaisir, du bonheur et de l'épanouissement pour l'enfant. Donc, ce qui peut l'aider à stimuler sa créativité. D'un point de vue psychomoteur, la danse est un excellent moyen de renforcement du développement psychomoteur, car elle est très riche et sollicite plusieurs composantes psychomotrices essentielles à l'évolution de celui-ci. Sans oublier qu'elle peut aider à faciliter l'accès aux apprentissages scolaires. Donc, d'où l'intérêt d'y initier les enfants dès leur plus jeune âge. Eh bien, parfait. Merci beaucoup. Justement, à partir de quel âge, Zineb Zarq, les enfants peuvent-ils, je dis bien les enfants, pas uniquement les filles, mais les garçons et les filles peuvent-ils commencer n'importe quelle activité, on va dire n'importe quelle danse? Après, on va parler de la danse classique. Bien sûr. En réalité, les enfants commencent à bouger dès leur plus jeune âge. On appelle ça de la danse à partir du moment où ça devient structuré, mais en réalité, c'est quelque chose qui est inné en eux. Maintenant, des cours de danse en tant que tels, généralement, on les démarre à partir de l'âge de 4 ans.
Donc de 4 ans à 5 ans, ça va être des activités d'éveil. Donc ça ne va pas être de la danse classique à proprement parler. C'est des activités d'éveil pour développer, pour sensibiliser les enfants aux notions de base, effectivement, de la danse classique, mais c'est aussi pour développer leurs capacités motrices. On en parlait tout à l'heure, justement, dans votre reportage. Donc développer les capacités motrices, et ça permet tout simplement à l'enfant de prendre conscience de son corps en mouvement, en fait. Donc à partir de 5 ans, ils peuvent commencer vraiment des cours? À partir de 5 ans, c'est toujours de l'éveil à 5 ans. À partir de 6 ans, effectivement, là, ça devient des vrais cours de danse classique, à proprement parler, avec un déroulé de cours qui devient similaire à des cours pour ados ou pour adultes, effectivement. Alors aujourd'hui, est-ce que ces petits-enfants sont toujours intéressés par la danse classique ou c'est plutôt, on va dire, des choses beaucoup plus modernes qui les attirent? Alors, de ce que je peux observer, en tout cas aujourd'hui au Maroc en particulier, il y a effectivement toujours cette volonté pour les parents d'inscrire leur enfant à des cours de danse classique. Mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus, au fur et à mesure de l'âge en fait, on a beaucoup d'enfants qui font de la danse classique très jeunes. Et à partir du moment où ils grandissent, à partir de, je dirais, 9-10 ans, on voit que la danse classique est délaissée au profit d'autres disciplines un petit peu plus modernes, un peu moins rigides aussi probablement. Et c'est vrai que j'ai l'impression que c'est le monde actuel qui fait que les enfants fuient un petit peu cette rigidité, cette rigueur, cette discipline, parce que la danse classique, c'est une discipline qui est formidable, qui apprend énormément à l'enfant, en fait, qui véhicule beaucoup de valeurs aussi, mais c'est vrai que c'est une discipline qui a la réputation d'être difficile parce que, justement, elle nécessite rigueur, persévérance, assiduité. C'est une discipline qui est basée sur la répétition. Ouais. Il faut répéter le mouvement pour pouvoir l'assimiler, que le corps l'assimile, et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut, effectivement, bloquer certains enfants. Après, j'ajouterai simplement un point. Je pense que la danse classique, ça dépend aussi beaucoup de l'approche du professeur. C'est vrai qu'il y a une approche qui est très traditionnelle, très stricte, très rigide, très lourde quelque part, et le professeur est vraiment un tuteur en fait qui est là pour transmettre dans la rigueur. Voilà, exact, et qui est plus là pour corriger, qui est plus là pour mettre l'accent sur ce qui ne va pas. Voilà, et donc qui perd un petit peu cette notion de plaisir. La danse reste avant tout un plaisir, et c'est vrai qu'on perd un petit peu cette notion de plaisir avec cette approche. Et le risque effectivement pour l'enfant, c'est tout simplement d'être découragé en fait, à force d'entendre qu'il fait pas bien, que ça ne va pas, que ses pieds ne sont pas pointés, etc. Il est finalement découragé et il va plutôt s'orienter vers des disciplines moins rigoureuses, il va pouvoir être plus libre de ses mouvements. À l'inverse, on a de plus en plus une approche, alors pas encore beaucoup au Maroc, mais ça commence à arriver. Moi, je parle du monde anglo-saxon parce que c'est le monde que je connais bien. Aujourd'hui, dans le monde anglo-saxon, l'approche est beaucoup plus moderne, beaucoup plus ouverte. On va vraiment placer le plaisir de l'enfant au cœur de son apprentissage. Donc, plutôt que de se focaliser sur ce qui ne va pas, on va vraiment mettre l'accent sur ce qui va. Et sur sa différence aussi, peut-être. Aussi, exactement. On va valoriser sa différence, mettre l'accent sur ce qu'il fait correctement, justement pour mieux faire passer le message concernant ses axes d'amélioration. Donc, c'est vraiment une approche plus positive et qui est beaucoup plus bénéfique. Alors justement, pour encourager ces enfants et peut-être ces ados à revenir ou à rester dans les cours de danse classique, qu'est-ce qu'apporte la danse classique au-delà de cette rigueur, de cette discipline qui sont bien sûr des valeurs qui sont extrêmement importantes, mais comme vous dites, qui repoussent un petit peu les plus jeunes aujourd'hui, au-delà de cela, c'est-à-dire au niveau du corps, de la posture, mais même au niveau du cérébral, si c'est possible? Alors, énormément de choses. Je vais essayer de résumer rapidement. D'un point de vue physique, alors c'est une activité qui est très physique, pour le coup, donc qui fait travailler tous les muscles du corps, donc c'est ce qui est intéressant. On n'a pas l'impression, justement, parce que c'est avec une musique très douce. Exactement. Et c'est toute la beauté de la danse classique. C'est l'objectif, justement, c'est de donner l'impression que les mouvements sont faciles à réaliser, alors qu'en réalité, ils sont extrêmement, j'exagère un petit peu, mais ils sont très difficiles, effectivement. Donc, c'est une discipline qui nécessite une condition physique très importante. Donc, il va travailler tous les muscles du corps. C'est une discipline qui va travailler aussi les capacités cognitives, donc la mémoire, la coordination, l'équilibre, etc. C'est une discipline qui véhicule beaucoup de valeurs aussi. Donc, les valeurs, effectivement, l'assiduité, la persévérance, ne pas lâcher prise juste parce qu'on n'arrive pas à faire tel ou tel mouvement, c'est s'accrocher et se dire qu'on va finir par y arriver. Et on y arrive, effectivement. C'est aussi développer l'aspect social. C'est ce que disait, effectivement, c'est ce qu'on disait dans votre reportage, c'est-à-dire développer l'interaction aussi avec d'autres élèves. C'est vraiment une discipline qui est très complète, en fait. Et c'est vraiment l'avantage de la danse classique. C'est une discipline qui est très complète, mais on a l'impression qu'au niveau, par exemple, ici au Maroc, il n'y a pas d'avenir dans la danse classique. C'est-à-dire qu'on fait de la danse classique pour le plaisir,
mais contrairement à d'autres pays où on fait de la danse classique, on peut ensuite en faire une carrière carrément. Absolument. C'est mon grand regret aujourd'hui, c'est que pour moi, la danse n'a pas la place qu'elle mérite au Maroc. Pour le coup, j'ai passé 11 ans à l'étranger entre la France et l'Angleterre et je vois que le monde de la danse, encore ici, est beaucoup trop fermé. Et c'est aussi mon objectif, c'est aussi la raison pour laquelle je suis rentrée. C'est justement pour essayer de développer cette activité-là. Et je pense qu'il faut aussi éduquer les gens, leur dire oui, c'est un art, mais on peut aussi en faire un métier. C'est un plaisir, effectivement, mais ça peut devenir une passion. Moi, c'est mon cas. J'ai complètement abandonné une carrière d'ingénieur pour me réorienter justement et transmettre ma passion. Et c'est vraiment mon objectif, c'est de former aussi de jeunes danseurs qui vont pouvoir se professionnaliser par la suite et retransmettre à leur tour leur passion. Je pense que c'est quelque chose qui est Alors, on va continuer justement la discussion sur la danse classique. On va parler aussi d'homéopathie. On pourra continuer justement cette effervescence de pensée et d'idées, mais juste après une courte pause. À tout de suite. Et voilà, donc nous sommes de retour sur le plateau d'Onzito sur Médien TV. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Mariam Lhlou, business coach, Zineb Zarq, directrice d'école de danse d'Ansap, et puis aussi Nada Bougrine, pédiatre et homéopathe. On a parlé tout à l'heure de la gestion du temps et des priorités au boulot. On parle actuellement de danse classique et dans un petit moment, on parlera d'homéopathie contre le stress. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir. Et donc, si vous venez d'arriver, on est encore en pleine discussion autour de la danse classique, ce classique incontournable. Malheureusement, je dis malheureusement, à tort ou à raison, corrigez-moi Zineb, malheureusement délaissé, mais vous, justement, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. La danse classique est une discipline complète pour les enfants. Et donc, je posais la question pendant le break, on va la poser en direct pour les téléspectateurs. Est-ce que l'une d'entre vous s'est déjà essayé à la danse classique? Mariam? Alors moi non, j'ai fait d'autres types de danse, du jazz et de la danse orientale, mais pas de danse classique. Pour moi, c'était trop rigide justement. C'est ce qui m'a freinée. Vous voyez, quand on a des perceptions négatives d'une activité, en général, on a peur même d'y mettre un pas. Et c'est peut-être cette image de la danse classique qu'il faut moderniser. Tout à fait. Docteur Bougrine? Ben oui, effectivement, je suis passée par là et effectivement, je garde des souvenirs un petit peu... Combien d'années de danse classique? Ça, je ne peux pas vous dire exactement. Beaucoup ou Oui, je pense, j'ai dû faire peut-être 3 ou 4 ans, quand même. J'ai tenu le coup quand même. C'est pas mal déjà. C'est ça qui fait quand même mal au cœur, c'est de se dire j'ai tenu le coup face à une discipline qui est très très belle. Moi, ça me rend très triste parce que c'est une discipline qui est merveilleuse, qui est à la base de beaucoup de danses d'ailleurs aujourd'hui. Donc la danse contemporaine, la danse moderne jazz, effectivement. Alors c'est des styles différents, mais la base de toutes ces disciplines, ça reste la danse classique. Mais après, j'ai switché. À une autre danse? Bah oui. Ouais. Plus moderne. Plus moderne. Parce qu'avant, effectivement, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais on disait toujours qu'il faut passer par la danse classique parce que c'est la base. Comme le solfège, en fait. Voilà, de la musique. et ensuite, on peut se développer dans d'autres... Alors, effectivement, ce n'est pas indispensable. On a des très bons danseurs qui n'ont pas forcément fait de danse classique et ça ne les empêche pas d'être de très bons danseurs. Maintenant, c'est vrai que ça donne des bases, ne serait-ce qu'en termes de posture, par exemple d'alignement du corps, de souplesse, de grâce. Et ça, c'est des éléments que vous allez retrouver dans toute la discipline. Je me remets droite, c'est horrible. Mais oui, c'est vrai que l'objectif aussi, c'est de casser cette image de la danse classique, surtout au Maroc en particulier, parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas forcément évolué de ce point de vue-là avec cette rigidité. Non, au contraire, il faut expliquer justement et essayer d'éduquer les enfants et les parents à dire oui, c'est une discipline qui est rigoureuse, qui nécessite de l'assiduité, de la persévérance, mais c'est une discipline aussi où on prend du plaisir et qui nous permet d'acquérir, qui a tellement de bienfaits en fait, que c'est un indispensable, un incontournable. Alors, on va aller sur les questions des parents. On a pour vous Safa qui nous dit « Mon fils veut faire de la danse classique, mais je crains qu'il ne se retrouve qu'avec des filles. Que me conseillez-vous » Aucun souci. Aucun souci. Au contraire, moi j'encourage en tout cas les garçons à s'inscrire. J'ai des petits garçons d'ailleurs à l'école de danse, donc ça commence petit à petit, mais je pense que c'est un sport qui est fait, une activité, un art qui est fait pour tout le monde en fait, enfants, adultes, même adultes. On parle des enfants, mais je fais juste une petite parenthèse. Il y a un mythe qui veut que on commence la danse enfant et la danse classique en particulier très jeune. On peut très bien commencer la danse à l'âge adulte. J'ai des cours débutants à l'école, bien sûr, et elle s'éclate. C'est vrai qu'il faut avoir une taille particulière, un poids particulier. Absolument pas. Alors justement, c'est cette approche très traditionnelle à l'ancienne. C'est pas pour critiquer, mais oui, il y a cette approche à l'ancienne où on veut que les filles aient la même taille, la même couleur de cheveux, le même poids, le même. Et en fait,
moi, en tout cas, mon approche, elle est à l'opposé. Au contraire, moi, je valorise la différence. Je pense que chaque enfant a des choses à mettre en avant. Et au contraire, l'objectif, c'est de mettre en avant ses particularités. Et encore une fois, juste se faire du bien. On est vraiment là pour se faire du bien. Et c'est l'essentiel. Alors, Saïd vous dit, ma fille se plaint de douleurs aux pieds après ses cours de danse. Est-ce que c'est normal? Non, alors... Je ne vais pas dire non, c'est pas normal. Si c'est des cours de danse classique sur pointe, oui, c'est normal. Ouais. Parce que c'est un passage obligé, effectivement, le temps que les pieds s'habituent. Maintenant, c'est douloureux? Ça fait mal? Les pointes? Ouais. Je ne vais pas vous mentir, oui. Ça continue Maintenant, à faire mal? Tout. Non, ça ne continue pas à faire mal. On s'habitue. C'est vraiment comme tout. En fait, on s'habitue. Une fois que le pied est habitué, ça devient beaucoup plus simple. Maintenant, des douleurs aux pieds, si c'est des douleurs musculaires, non, c'est pas normal. C'est soit que l'échauffement a été mal fait, soit il y a eu un faux mouvement, mais l'information doit être remontée au professeur parce que non, ce n'est pas normal. C'est ça. Professeur et podologue également, peut-être, éventuellement. Éventuellement. Merci beaucoup, Zineb. Avec Merci plaisir. beaucoup d'avoir été là pour défendre justement cette belle discipline, belle activité et beau sport aussi, la danse classique. Zineb Zarak, directrice d'école de danse d'ANSAP. Merci infiniment d'être là. Alors, on va parler de stress. On a tendance souvent à parler de stress pour les adultes. En fait, je comptais un petit peu sur vous, docteur Nada Bougrine, pour en parler aussi pour les adultes, mais vous dites non, c'est surtout pour les enfants que Oui, mais on va sortir des petites choses aussi pour les adultes. Alors vous êtes pédiatre, mais vous êtes aussi homéopathe, et c'est notre rubrique santé tout de suite. L'homéopathie contre le stress, on en parle avec vous tout de suite. Merci infiniment, docteur Bougrine. D'abord, est-ce qu'on peut rappeler comment fonctionne l'homéopathie, les principes de l'homéopathie? Alors, l'homéopathie, elle a la particularité de s'intéresser effectivement à la personne en tant qu'individu. Parce qu'on part du principe que nous ne réagissons pas de la même façon face à la maladie. Donc, un enfant face à une agression quelconque va peut-être avoir un certain nombre de manifestations et un autre. Donc, c'est là le gros avantage de l'homéopathie, c'est qu'on essaie d'adapter le traitement à la personne. Et donc, effectivement, il faut trouver le remède qui correspond le plus aux symptômes que présente l'enfant. Et donc, d'où cette notion de similitude. Donc voilà, on essaie de se rapprocher le plus pour que le traitement soit efficace. C'est ça. Alors, par rapport aux pathologies, on va dire, virales, à la limite, on comprend qu'on puisse utiliser l'homéopathie. Oui. Mais par rapport à des problématiques plus émotionnelles, notamment le stress, on se dit, mais comment on soigne le stress par l'homéopathie? Est-ce qu'on fait un condensé de stress? Est-ce qu'on le récupère quelque part pour en faire des granules? Comment ça fonctionne? Non, ben justement, effectivement, parce qu'il y a des manifestations qui vont être de l'ordre de l'émotionnel, mais il y a aussi chez l'enfant beaucoup de somatique. L'enfant, quand il est débordé par ses émotions, eh bien, il va avoir des manifestations qui vont parfois même cacher le côté émotionnel. Et on va avoir des enfants qui vont beaucoup plus se focaliser sur le côté digestif, beaucoup de symptômes digestifs, d'autres qui vont avoir, je ne sais pas, des problèmes de peau. Donc, il y a beaucoup de manifestations de stress. Et donc là aussi, comme je vous ai dit, on essaye de proposer le produit en prenant en compte la globalité des réactions et le passé de l'enfant, chacun selon sa nature, pour adapter le traitement à la pathologie. Et ça marche très très bien. Et le gros avantage aussi de l'homéopathie, c'est qu'il n'y a pas d'effet secondaire et qu'il n'y a pas d'accoutumance aussi, et que aussi on n'a aucune autre alternative, on va dire, en matière chez les enfants, il n'y a pas d'anxiolytique, il n'y a rien au niveau allopathique. Donc, qu'est-ce qu'on fait face à cet enfant? Est-ce que les enfants stressent, justement? Mais oui, ils stressent beaucoup, les enfants. De plus en plus. Qui les stresse? Avec toute la pression de l'école, la pression à la maison et des fois la pression qu'ils se mettent eux-mêmes face à des résultats qu'ils ont envie d'atteindre. Donc voilà. Mais bien sûr, là aussi, c'est selon les natures. On ne réagit pas tous de la même façon face au stress. Alors, cette histoire d'homéopathie, quand même, elle est un petit peu spéciale parce que c'est vraiment un traitement à la carte et ça passe par un interrogatoire vraiment rigide et strict. Parce que on prend le temps. On l'appelle comme ça chez nous, on prend son temps. Parce qu'en fait, pour le stress,
Comment vous appelez ça? En allopathie. En allopathie, exactement, il y a un traitement standard. Oui. Mais en homéopathie, c'est différent. Oui. Pour le stress, il y a différents stress. Oui. Et donc, est-ce qu'on soigne les causes ou les manifestations? Non, on essaie bien sûr d'aider l'enfant à se calmer lui-même, de calmer la crise, parce que des fois c'est vraiment handicapant. Et puis on peut aussi proposer un traitement préventif, c'est-à-dire quand on sait que cet enfant réagit toujours de la même façon face à des situations, on peut proposer un traitement qui va commencer avant. Donc il va pouvoir le détendre et pour qu'il puisse et pratiquer ses activités normalement. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, on soigne les manifestations du stress. Oui, et non voilà. pas la cause. Non. On essaie de rééquilibrer un petit peu les choses. Et donc, si c'est des manifestations digestives, eh ben on va calmer la problématique. Si Voilà. c'est cutané, on va soulager également les manifestations. Voilà. Mais on agit aussi, comme je vous ai dit, sur la composante émotionnelle. C'est très important parce que, justement, un enfant, par exemple, face au stress, va être très émotif, va passer du rire aux larmes, va être aussi très, très facilement distrait. Donc, il faut aussi agir à ce niveau-là. Et puis, il y a d'autres enfants qui vont ça va se manifester différemment, peut-être des problèmes de peau, il va commencer à se gratter tout le temps, peut-être des problèmes de toux, il y a des toux qui sont d'origine psychique. D'accord. Donc en fonction de la manifestation de ce stress-là, on va pouvoir proposer un traitement. Mais comment vous allez par exemple justement d'une toux chronique à un diagnostic de stress? Justement, c'est l'interrogatoire qui va beaucoup nous aider. Il y a aussi l'examen de cet enfant-là. Et très souvent, c'est des enfants qui ont un examen strictement normal, une croissance tout à fait normale. Et très souvent, ce sont des toux qui sont en relation avec certains événements stressants. D'accord. Et en dehors de ça, il n'y a plus rien, il ne se passe plus rien. Et c'est des enfants qui peuvent dormir normalement. Alors que normalement, s'il y a une pathologie réelle, organique et tout, la toux ne disparaît pas pendant la nuit. Donc c'est vraiment très en rapport avec... Alors, Dr Nada Bougrine est pédiatre, mais elle est aussi homéopathe. Quand on est homéopathe, on peut aussi s'occuper des adultes. Là, vous avez avec vous des adultes potentiellement stressés. N'est-ce pas, mesdames? Ça nous arrive, bien sûr. Encouragez-moi à avoir des choses pour les adultes aussi. Et donc, vous vous occupez surtout des enfants, mais vous avez, on va dire, la capacité et la formation pour aussi orienter les adultes. Oui. Comment vous pouvez justement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à nous, adultes, pour nous éloigner un petit peu des anxiolytiques, antidépresseurs, etc. Et puis, notamment, penser à l'homéopathie contre le stress. Sans automédication, bien sûr. Et on n'est pas en train de dire aux gens, si vous êtes sous traitement, arrêtez votre traitement et passez à l'homéopathie. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais voilà, en préventif éventuellement ou en complément. Justement, ça passe beaucoup par l'interrogatoire. Il faut vraiment essayer d'avoir le maximum de détails sur les signes. Qu'est-ce que vous avez comme signe? Qu'est-ce qui vous déclenche? Qu'est-ce qui vous améliore? À quel moment de la journée ça peut arriver? Et donc voilà, effectivement, on peut proposer un traitement homéopathique de première intention déjà et voir. Et des fois, il ne suffit pas seulement d'une seule consultation, il faut des fois 2 ou 3 consultations pour vraiment tomber sur le produit qui vous correspond le mieux. Alors avec ces granules justement pour gérer le stress, est-ce qu'on n'a pas les effets secondaires des autres traitements, à savoir parfois une sensation de somnolence, de fatigue? Pas du tout. Pas du tout. Mais est-ce qu'on peut soigner des vraies pathologies? Oui, absolument. Avec l'homéopathie? Absolument, mais c'est ce que je suis en train de vous dire. L'anxiété, c'est une vraie pathologie et elle se gère très facilement par l'homéopathie. Là, on le voit chez l'enfant, franchement, vraiment les mamans sont très contentes et ils voient ça chez l'enfant qu'il n'a plus rien, qu'il s'améliore, qu'il arrive à dormir, qu'il n'a plus la boule dans la gorge pour aller passer ses examens. Et que voilà, et qu'après, quand il décide d'arrêter, il arrête tout de suite sans problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'accoutumance. D'accoutumance, exactement. Bien sûr, on va quand même recadrer les choses. Des fois, ça ne suffit pas. Quand on voit vraiment qu'il y a une vraie souffrance, que les parents sont débordés, qu'il y a vraiment une perturbation de la vie quotidienne de l'enfant, il ne faut pas hésiter à demander l'avis d'un pédopsychiatre ou d'un psychologue qui va pouvoir peut-être
un peu plus creuser et faire un accompagnement plus profond. Voilà. C'est ça. Alors, Mariam Lhlou, je pose la question à la maman que vous êtes. Vous êtes maman d'un petit bébé, mais est-ce que, de façon générale, bien sûr, pas pour la thématique du stress, parce que j'espère qu'il n'est pas stressé. J'espère aussi. Mais de façon générale, est-ce que vous avez déjà pensé à l'homéopathie, ne serait-ce que pour les problèmes de poussée dentaire, les petits rhumes de bébé, toutes ces choses-là? Déjà, il faut dire que j'ai consommé moi-même des cachets homéopathiques. Alors, je ne me souviens jamais des noms, parce que c'est des noms en latin ou assez compliqués. Mais ça a été extrêmement efficace pour moi. Pendant la grossesse? Non, pas pendant la grossesse, avant, à des phases de vie, de transition, où effectivement, le stress était plus prononcé, certaines fois. Et ça a marché sur moi et sur d'autres personnes que je connais avec une certaine efficacité. Mon bébé, maintenant, c'est plus la question de poussée dentaire. Et sur la poussée dentaire, effectivement, il y a quelques formules qui marchent. Alors, je sais que ça ne marche pas sur tout le monde. Ça dépend des bébés, ça dépend des cas. Sur le mien, ça amoindrit la douleur. Je pense qu'il y a une part aussi psychologique dans l'homéopathie. Alors, je pense que dans tout, effectivement, il faut croire que ça marche, il faut poser une intention positive, avoir une nia en quelque sorte, et consommer pour que ça marche, entre guillemets. Je pense déjà qu'il faut croire en l'homéopathie. L'effet placebo, mais les spécialistes sont contre cette appellation d'effet placebo de l'homéopathie. Parce que quand on entend effet placebo, effectivement, il y a une connotation négative. C'est ça. Ça veut dire que ça ne marche pas, mais ça marche que dans la tête. Voilà, c'est dans la tête. C'est ça. Alors moi, je dirais que je vais généraliser l'effet placebo. L'effet placebo existe pour tout. Pour tout, évidemment, oui. En matière d'homéopathie ou en matière d'allopathie. Même quand on donne du Doliprane et qu'il y a une relation... Du paracétamol. Voilà. Ah, pardon. OK. Et quand il y a une relation, il y a un bon transfert et un bon contre-transfert avec votre patient, eh bien, il va sortir, il va se dire, j'ai pris un seul comprimé et ça allait. Exact. Et le problème est réglé. Alors que peut-être, avec un autre médecin, il aurait fait peut-être le tour des médecins et il dit non, il m'a donné ça, il m'a donné ça. Donc il y a toujours un effet placebo. Ce n'est pas pour autant qu'on va annuler l'effet de l'homéopathie. Tout à fait. Alors, Zineb, vous êtes entourée d'enfants. Oui. Est-ce qu'ils sont stressés, ces enfants, aujourd'hui? Est-ce que vous le voyez quand ils arrivent chez vous? Oui. Quand ils arrivent, oui. Généralement, ils sont détendus quand ils repartent. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux. C'est vrai. Mais je veux dire, au-delà de l'observation, est-ce que vous échangez les raisons? Qu'est-ce qui fait que... est-ce que c'est des adultes en miniature? Quel est le problème des enfants? Ce qu'il y a, c'est que les enfants, c'est des éponges, en fait. Ils absorbent concrètement ce qui se passe à la maison, les problèmes que peuvent avoir leurs parents, etc. etc. Et c'est souvent les plus jeunes par lesquels on entend, parce que les enfants sont très spontanés, plus ils sont jeunes, plus ils sont spontanés, et voilà, donc on entend des choses qui se passent à la maison, etc. Donc oui, il y a un stress, ils n'en ont pas forcément conscience eux-mêmes, mais en les observant, oui, ce stress existe. Et c'est aussi pour ça que c'est bien de faire ce genre d'activité, parce que ça permet de libérer justement et de sortir un petit peu de ce stress du quotidien, etc. Et de se libérer l'esprit et juste de penser à soi, en fait. Parce que c'est aussi bien valable pour les enfants que pour les adultes. Alors, on va sur les questions des parents. On a, docteur, pour vous, Hannah, qui vous dit, est-ce que l'homéopathie peut s'utiliser en cure? Absolument, oui. Donc, et très souvent, on essaye de gérer d'abord le problème aigu de la maladie. Et puis, quand on voit effectivement qu'il y a quelque chose qui se passe mal dans le fond, proposer justement une cure, un traitement de fond, pour rééquilibrer un petit peu les choses. OK. Et on a Mehdi, je vous disais que c'est un sujet qui intéresse également les adultes. Mehdi qui vous dit, je prends du magnésium pour me détendre, est-ce qu'il n'y a pas de risque d'association? Aucune. Il n'y a pas de souci? Est-ce qu'on peut prendre les deux types de traitements en parallèle? Il n'y a aucun problème. Mais est-ce que ça sert à quelque chose de prendre les deux? Je veux dire, par exemple, une personne qui prend des antidépresseurs et qui veut faire la transition vers l'homéopathie. Oui, mais je pense que là aussi, si elle a vraiment été mal au point d'avoir besoin de l'antidépresseur, il ne faut pas trop s'amuser à proposer des interruptions et des alternatives comme ça. Mais par contre, un premier passage par l'homéopathie, voir un peu si on peut arranger les choses simplement et naturellement, ça au contraire, j'encourage beaucoup. Alors, pour revenir à un point justement dont parlait Myriam tout à l'heure, il y a des traitements qui se vantent d'homéopathie, mais on a l'impression que c'est des traitements standards aussi. Alors, est-ce que ça, c'est efficace ou pas? Parce que quand on parle avec les vrais spécialistes, on voit que
il faut un interrogatoire, il faut répondre à plusieurs questions pour savoir quel est le traitement spécifique à prendre. Alors, parfois, quand on arrive en pharmacie ou en para, on se retrouve avec des propositions en vente libre. Donc, comment on se retrouve dans tout ça, docteur? Écoutez, si vous avez vraiment un pharmacien qui est formé à l'homéopathie, il peut effectivement vous conseiller quelque chose qui vous correspond le plus. Et on peut essayer ces spécialités-là. Mais si vous voulez vraiment, si vous avez un problème réel, répétitif, qui vous pose problème dans votre vie, il vaut mieux aller directement vers un spécialiste. Je ne sais pas vous, mesdames, mais moi, j'ai l'impression qu'avec justement ces traitements qui se vendent comme ça, c'est presque... C'est comme des petits bonbons, en fait. C'est pas inoffensif et c'est... Non, c'est inoffensif. C'est inoffensif. Oui. Même si on le prend en petits bonbons, c'est inoffensif? Oui, oui. Il n'y a pas de souci. Vous parlez des granulés? Les granulés? Oui. Tout à fait. Non, c'est inoffensif. Je ne veux pas donner de nom de marque, mais voilà, on se dit pour les problèmes de sommeil, on peut prendre ça, c'est léger, il n'y a pas de souci. Oui. Vous confirmez? Mais comme je dis, quand vous prenez un produit qui ne vous correspond pas, ça ne sera pas efficace et vous allez dire non, j'ai déjà essayé, ça ne marche pas. Donc, voilà, ça ne sera pas efficace, mais ça ne vous fera pas de mal. Non. C'est ça, même au rein, rien du tout. Non. Eh bien, super. C'est pas inoffensif pour le portefeuille. On perd notre temps et on perd notre argent, le temps de trouver un traitement adapté. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux, moi je suis complètement l'avis du docteur, c'est-à-dire s'adresser aux spécialistes pour voir même le dosage et le nombre et la fréquence à faire pour nous et la durée. Pourquoi le prendre pour 15 jours s'il faut le prendre uniquement pour une semaine? C'est voilà, une question d'optimisation, si les gens veulent le faire. Mais on n'a pas forcément la culture d'aller voir le médecin homéopathe. On se dit l'homéopathie, c'est en vente libre en pharmacie, donc on se fait sa propre ordonnance, d'autant plus que maintenant, vous allez sur certains sites et vous avez en fait les noms des... Vous êtes d'accord? Vous avez... Et ça, c'est pas déontologique. Moi, je vois ça tous les jours, des mamans qui sont déjà passées par Internet, par le pharmacien, qui ont essayé ceci, mais ça n'a pas marché, docteur. Oui, oui, c'est normal, ça ne marche pas. On n'a pas fait des études pour rien quand même. Et donc, on essaie de réajuster un petit peu les choses. Parfait. Une question, mesdames, pour la spécialiste qui est là avant de nous quitter? Justement, par rapport à la gestion de stress, très souvent, je conseille aussi que la gestion du stress, ce n'est pas seulement des médicaments. Bien sûr, c'est une hygiène de vie, du sport. Très souvent, les enfants, les pauvres, je les trouve aujourd'hui trop sous pression, les examens, la performance et tout. Et on oublie complètement tout ce qui est sport, tout ce qui est activité parascolaire. Voilà, ça n'existe pas. Ouais, c'est ça. Moi, je rejoins complètement un docteur et ce que disait la spécialiste de la danse m'a fait beaucoup écho à ce qu'on retrouve aujourd'hui dans l'entreprise, parce que les gens ont été bloqués trop dans leur mental et dans leurs émotions. Et leurs émotions ne se sont pas exprimées. Ce qui fait le corps, quand il bouge, à travers des activités sportives, de yoga ou de danse, il libère ce trop-plein d'émotions et il permet à la tête de se vider. Donc ça, c'est intéressant. C'est un moyen même pour les d'expression, adultes. En tout cas, je vous remercie d'avoir bouclé l'émission pour moi, de m'avoir la conclusion et d'avoir lié les trois sujets ensemble, parce que justement, il y a un lien entre les trois sujets. On ne programme pas bêtement nos thématiques. Merci beaucoup, mesdames. Maryam El-Hello, business coach. Avec vous, c'était Au boulot, comment gérer le temps, les priorités. Zineb El-Zaraq, directrice école de danse d'INSAP, la danse classique, un classique incontournable à ne pas délaisser. Et puis, homéopathie contre le stress, mode d'emploi, Nada Bougrine. Pas vraiment mode d'emploi, conseils généraux, on va dire. Pédiatre, homéopathe. Merci infiniment, mesdames, d'avoir été là. Merci. Au plaisir de retrouver toute l'équipe et les téléspectateurs très prochainement sur Médiane TV. Au revoir.